année 1324. Le monde musulman assiste à un événement spectaculaire, le pèlerinage de Mansa Moussa vers la Mecque. Des milliers d'accompagnateurs, des tonnes d'or, des caravanes gigantesques traversant le désert. Son voyage est si impressionnant que son nom devient célèbre du Caire jusqu'à Bagdad. C'est durant ce périple qu'un érudit arabe recueille un témoignage fascinant. Un témoignage qui sera conservé dans les écrits du célèbre historien arabe Al-Umari. Selon son récit, Mansa Moussa lui explique comment il est devenu empereur du Mali. Et son histoire est surprenante. Le souverain précédent, raconte-t-il, était obsédé par l'océan. Il refusait de croire que l'Atlantique était infini. Il voulait découvrir ce qui se trouvait au-delà. Alors il prit une décision extraordinaire. Envoyer une flotte vers l'ouest. Selon le récit transmis par Mansa Moussa, la première expédition comprenait plusieurs centaines de navires. Leur mission était simple. Naviguer vers l'ouest. Continuer jusqu'à découvrir ce qui se trouvait au-delà de l'océan. Ou revenir avec des réponses. Les navires quittèrent les côtes africaines. Jour après jour, semaine après semaine, ils disparurent progressivement derrière l'horizon. Puis le silence. Pendant des mois. Aucune nouvelle. Aucun message. Aucun retour. Finalement, un seul navire réapparut. Un seul. Sur des centaines. Aujourd'hui, les scientifiques savent que l'Atlantique n'est pas une masse d'eau immobile. C'est un réseau complexe de courants. Des autoroutes marines capables de transporter des objets sur des milliers de kilomètres. Ces courants circulent continuellement, jour après jour, année après année, si régulièrement qu'ils ressemblent à des fleuves géants traversant l'océan. Depuis les côtes de l'Afrique occidentale, certains de ces courants se dirigent directement vers les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Un voyage qui peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais un voyage parfaitement possible. Afin de comprendre ces phénomènes, des scientifiques ont réalisé de nombreuses expériences. Des objets flottants ont été placés dans l'Atlantique, puis suivis grâce à des technologies modernes. Les résultats furent surprenants. Beaucoup d'entre eux ont traversé l'océan en suivant exactement les routes maritimes imaginées par certains historiens. La nature semblait démontrer qu'une traversée involontaire était possible. Et si un simple morceau de bois pouvait accomplir ce voyage, qu'en serait-il d'une flotte entière de navires ? Des graines flottent dans l'eau, puis apparaissent dans des champs luxuriants, des fruits, des légumes, des cultures anciennes. Mais ce ne sont pas uniquement les courants qui intriguent les chercheurs. Certaines plantes les soulèvent également des questions fascinantes. Depuis longtemps, les botanistes étudient les liens entre les espèces végétales d'Afrique et celles des Amériques. Certaines d'entre elles semblent avoir parcouru des milliers de kilomètres avant même l'arrivée des Européens. Comment cela est-il possible ? Parmi les exemples les plus célèbres figure la calebasse. Utilisée depuis des millénaires comme récipient, instrument de musique ou objet cérémoniel. On la retrouve en Afrique, mais également dans les Amériques précolombiennes. Son origine exacte demeure débattue. Certaines études suggèrent des dispersions naturelles. D'autres envisagent plutôt la possibilité de transport effectué par des êtres humains. Le mystère demeure entier. Le coton représente un autre sujet de discussion. Certaines variétés anciennes présentent des caractéristiques génétiques complexes qui ont intrigué les chercheurs pendant des décennies. Comment certaines espèces apparentées se retrouvent-elles de part et d'autre de l'Atlantique ? S'agit-il d'une évolution indépendante, d'échanges très anciens ou simplement de phénomènes naturels encore mal compris ? Les réponses restent controversées, mais les questions continuent de fasciner les scientifiques. Certaines graines possèdent une incroyable capacité de survie. Elles peuvent flotter pendant des semaines, parfois plusieurs mois. Protégées par des enveloppes naturelles résistantes au sel. Portées par les courants marins, elles peuvent se traverser des distances extraordinaires. Ainsi, bien avant les grandes explorations européennes, la nature elle-même créait déjà des ponts biologiques entre les continents. Des ponts invisibles, mais bien réels. Les plantes ne sont pas les seules voyageuses. Des animaux aussi ont parfois traversé les océans. Certains oiseaux migrateurs parcourent des milliers de kilomètres. Des insectes sont transportés par les vents. Des reptiles peuvent survivre sur des amas de végétation arrachés par des tempêtes. Même aujourd'hui, la nature continue de produire ces voyages improbables. Alors, que pouvait-il se passer il y a plusieurs siècles ? Imaginons maintenant un instant que certaines expéditions africaines aient effectivement traversé l'Atlantique. Que transportaient-elles ? Des hommes, des femmes, des artisans, des marins, mais également des animaux domestiques, des semences, des outils,
des connaissances, comme toutes les grandes migrations humaines de l'histoire. Chaque voyageur emporte avec lui une partie de son monde, de sa culture, de ses traditions, de son savoir, et parfois même les graines de civilisations futures. Au fil du temps, certains chercheurs ont commencé à examiner d'autres indices, des traditions orales, des récits anciens, des ressemblances artistiques, et surtout, d'étranges sculptures découvertes dans certaines régions des Amériques, des sculptures qui allaient alimenter l'un des débats les plus passionnés de l'archéologie moderne. Ces monuments sont aujourd'hui connus dans le monde entier, les gigantesques têtes de pierre de la civilisation Olmec. Pour certains, elles représentent simplement les peuples autochtones de leur époque. Pour d'autres, elles pourraient en suggérer des contacts transocéaniques anciens. Une théorie controversée, discutée, contestée, mais toujours vivante. L'histoire des plantes voyageuses, des courants océaniques et des expéditions africaines nous rappelle une chose essentielle. L'océan n'est pas seulement une frontière, il est aussi un chemin, un lien, une route naturelle reliant les continents. Mais ces routes ont-elles réellement été empruntées par des navigateurs africains avant Christophe Colomb ? Les preuves sont-elles suffisantes ? Ou sommes-nous face à une fascinante coïncidence de l'histoire naturelle ? Pendant longtemps, leur histoire est restée enfouie sous la terre et la végétation. Puis, au XIXe siècle, des découvertes extraordinaires commencèrent à émerger. D'immenses sculptures, des monuments gigantesques et surtout, d'étranges visages taillés dans la pierre. Des visages qui allaient déclencher l'un des débats les plus passionnés de l'archéologie moderne. Les premières têtes colossales furent découvertes dans les régions de Veracruz et de Tabasco. Au fil des décennies, les archéologues en retrouvèrent davantage. Aujourd'hui, plus d'une dizaine de ces monuments sont connus. Certaines têtes pèsent plus de 20 tonnes. D'autres atteignent près de 3 mètres de hauteur. Toutes ont été sculptées il y a plus de 2500 ans, bien avant l'arrivée des Européens, bien avant Christophe Colomb. Et c'est leur apparence qui allait susciter la controverse. Dès leur découverte, certains observateurs remarquèrent dans des caractéristiques physiques particulières. À leurs yeux, certains de ces visages semblaient rappeler des populations africaines. Cette observation allait donner naissance à une hypothèse audacieuse. Et si des Africains avaient atteint les Amériques dans l'Antiquité ? Et si les Olmecs avaient été influencés par des visiteurs venus d'outre-Atlantique ? Pour certains chercheurs indépendants, ces sculptures semblent se constituer en un indice. Pour d'autres, une preuve. Mais la communauté scientifique demeurait prudente, très prudente. Les Olmecs sont souvent considérés comme la civilisation mère de la Mésoamérique. Leur influence est immense. Ils développent des centres urbains sophistiqués, des systèmes religieux complexes, des œuvres artistiques remarquables. Leurs innovations inspireront plus tard les Mayas et d'autres peuples de la région. Mais malgré des décennies de recherche, leur origine reste parfois entourée de mystères. Et c'est précisément dans ces zones d'ombre que certaines théories alternatives ont trouvé leur place. Au cours du XXe siècle, plusieurs auteurs avancèrent l'idée que des navigateurs africains auraient atteint les côtes américaines bien avant Christophe Colomb. Selon ces théories, certains de ces voyageurs auraient établi des contacts avec des populations locales. Ils auraient partagé des connaissances, des techniques, des croyances, et peut-être même influencé certaines civilisations émergentes. Les têtes Olmec furent alors présentées comme l'un des principaux arguments de cette hypothèse. Mais ces affirmations allaient rapidement être contestées. Pour la majorité des spécialistes, les têtes Olmec représentent simplement les dirigeants de leur propre civilisation. Les traits observés seraient compatibles avec la diversité naturelle des populations autochtones de la région. Les chercheurs soulignent également un point essentiel. Aucune preuve archéologique directe n'a été découverte démontrant une présence africaine permanente dans les centres Olmec. Aucun objet africain incontestable, aucune inscription, aucun site archéologique confirmant un établissement venu d'Afrique. Pour les historiens traditionnels, les preuves disponibles ne permettent donc pas de conclure à une influence africaine directe. Pourtant, le débat continue, parce que l'histoire n'est jamais totalement figée. De nouvelles découvertes apparaissent régulièrement. De nouvelles technologies permettent d'analyser le passé avec davantage de précision. Et certaines questions demeurent ouvertes. Les océans ont-ils été traversés plus souvent qu'on ne l'imagine ? Des contacts occasionnels ont-ils pu avoir lieu sans laisser de traces importantes ? Des échanges culturels limités ont-ils existé ? Ou les ressemblances observées
Sont-elles simplement le fruit de coïncidences historiques ? Une chose est certaine, l'histoire de l'humanité est celle du voyage. Partout sur la planète, les peuples ont exploré l'inconnu. Ils ont traversé des déserts, des montagnes, des océans. Bien souvent, ils ont accompli des exploits que les générations suivantes jugeaient impossibles. Les Vikings atteignirent l'Amérique du Nord près de 5 siècles avant Christophe Colomb. Les navigateurs polynésiens parcoururent d'un bras des milliers de kilomètres à travers le Pacifique. Alors une question demeure. D'autres traversées oubliées ont-elles également eu lieu ? Depuis plus de 2000 ans, ces géants de pierre gardent leurs secrets. Ils ont vu naître des civilisations. Ils ont vu disparaître des empires. Et aujourd'hui encore, ils alimentent l'une des plus grandes questions de l'histoire ancienne. Qui étaient réellement les Olmecs ? Quels peuples ont influencé leur développement ? Et jusqu'où les océans ont-ils relié les civilisations du monde avant l'époque moderne ? Au cours de ses voyages, Christophe Colomb consigne soigneusement ses observations. Il décrit les terres découvertes, les peuples rencontrés, les coutumes locales. Mais certains passages de ses récits attirent particulièrement l'attention de chercheurs modernes. Dans l'un de ses rapports, Colomb mentionne avoir entendu parler de populations vivant dans certaines régions des Caraïbes et possédant une peau plus foncée que d'autres groupes autochtones. Cette observation est souvent citée dans les débats sur d'éventuels contacts transatlantiques antérieurs. Mais que signifiait réellement cette description ? Et surtout, plusieurs chroniqueurs espagnols rapportent que certains peuples autochtones évoquaient l'existence de visiteurs venus d'autres régions, des marchands, des navigateurs, des étrangers. Selon certains récits, ces visiteurs auraient atteint les côtes américaines bien avant l'arrivée des Espagnols. Mais l'interprétation de ces témoignages reste difficile. Les récits ont souvent été transmis indirectement, traduits plusieurs fois, recopiés au fil des siècles, et parfois modifiés involontairement. Dans certains récits attribués à Colomb, il est également question d'objets métalliques obtenus auprès des populations locales. Certains chercheurs ont suggéré que ces objets pourraient témoigner de réseaux d'échanges plus vastes qu'on ne le pensait autrefois. D'autres historiens estiment qu'ils peuvent être expliqués par les échanges commerciaux déjà existants entre peuples américains. Le débat demeure ouvert. Comme souvent en histoire ancienne, chaque indice soulève davantage de questions qu'il n'apporte de réponses. Après Colomb, d'autres explorateurs parcourent le continent américain. Ils observent des peuples extrêmement divers, des centaines de langues, des cultures variées, des apparences physiques parfois très différentes d'une région à l'autre. Certains chroniqueurs décrivent des populations à la peau plus sombre. D'autres parlent de traits particuliers. Mais les anthropologues modernes rappellent que la diversité physique existait déjà naturellement parmi les peuples autochtones des Amériques. Ces descriptions ne constituent donc pas nécessairement la preuve d'une présence étrangère. L'un des plus grands défis de l'histoire est l'interprétation des sources. Un même texte peut être compris de plusieurs façons. Un même témoignage peut susciter différentes lectures. Lorsque les explorateurs du XVe siècle décrivent des populations inconnues, ils utilisent souvent les références de leur propre époque. Leurs observations sont parfois imprécises. Leurs descriptions influencées par leurs croyances, leurs attentes, leurs préjugés. C'est pourquoi les historiens modernes examinent ces récits avec prudence, très grande prudence. Malgré ces incertitudes, certaines questions persistent. Des navigateurs africains auraient-ils pu atteindre les Amériques avant Colomb ? Des contacts limités auraient-ils pu avoir lieu sans laisser de traces archéologiques importantes ? L'histoire offre plusieurs exemples de voyages oubliés, de migrations disparues, d'expéditions dont les preuves ont été perdues avec le temps. Les océans conservent rarement les vestiges des navires. Le bois disparaît, les cordages se décomposent, les traces matérielles s'effacent. Mais les récits, eux, peuvent parfois survivre, sous forme de légendes, de traditions orales ou de mystérieux témoignages. Pour l'instant, aucune preuve archéologique définitive ne permet de confirmer une présence africaine importante dans les Amériques avant Christophe Colomb. C'est un point essentiel. Les historiens et archéologues soulignent que les hypothèses doivent être distinguées des faits établis. Les récits anciens peuvent être fascinants, les coïncidences intrigantes, les ressemblances surprenantes, mais la science exige des preuves solides, des objets, des sites, des analyses vérifiables. Et jusqu'à présent, ces preuves demeurent limitées. Pourtant, l'absence de certitude ne signifie pas la fin de l'enquête. Chaque année, de nouvelles découvertes enrichissent notre compréhension du passé. De nouvelles méthodes scientifiques apparaissent. L'ADN ancien, l'imagerie satellitaire,
l'analyse chimique des artefacts. Autant d'outils qui permettent d'explorer des questions autrefois insolubles. Peut-être qu'un jour, une découverte inattendue apportera de nouvelles réponses, ou de nouveaux mystères. Si les preuves matérielles restent débattues, certains chercheurs ont choisi d'examiner un autre domaine, les ressemblances culturelles. Les traditions religieuses, l'architecture, les symboles, les mythes. Existe-t-il des liens entre certaines civilisations africaines et américaines, ou ces ressemblances sont-elles simplement le résultat de l'évolution parallèle de sociétés humaines confrontées aux mêmes défis ? Depuis plus d'un siècle, une question continue de fasciner historiens, explorateurs et passionnés d'histoire. Des Africains ont-ils atteint les Amériques avant Christophe Colomb ? Pour certains, la réponse est évidente. Pour d'autres, les preuves demeurent insuffisantes. Mais aujourd'hui, la science moderne offre de nouveaux outils pour examiner cette énigme. Et peut-être pour distinguer le mythe de la réalité. Lorsqu'un historien cherche à confirmer un événement du passé, il recherche plusieurs types de preuves. Des objets, des inscriptions, des bâtiments, des restes humains, des documents contemporains. Plus les preuves sont nombreuses et indépendantes les unes des autres, plus une hypothèse gagne en crédibilité. Dans le cas d'une présence africaine précolombienne importante en Amérique, les chercheurs se posent une question simple. Quelles traces auraient-elles laissées ? Des villages, des objets africains, des inscriptions, des restes biologiques ? Jusqu'à présent, les découvertes restent limitées. Et c'est précisément ce qui alimente le débat. L'ADN, parmi les outils les plus puissants de notre époque, figure l'analyse génétique. L'ADN permet aujourd'hui de retracer les migrations humaines avec une précision extraordinaire. Des populations disparues depuis des milliers d'années peuvent parfois être identifiées grâce à quelques fragments d'os. Si des migrations africaines importantes avaient atteint les Amériques avant Colomb, les scientifiques s'attendraient à trouver certaines signatures génétiques. Or, les études réalisées jusqu'à présent indiquent que les peuples autochtones des Amériques descendent principalement de populations ayant migré depuis l'Asie il y a des milliers d'années. Cela ne signifie pas qu'aucun contact transatlantique n'a pu exister. Mais cela suggère qu'aucune migration africaine de grande ampleur n'a été détectée dans les données génétiques actuelles. Mais l'absence de preuves n'est pas toujours la preuve de l'absence. Les océans sont vastes, immenses, cruels. Des milliers de navires ont disparu au cours de l'histoire. La plupart n'ont jamais été retrouvés. Si les flottes évoquées dans les chroniques du Mali ont réellement existé, leurs vestiges pourraient reposer quelque part sous plusieurs kilomètres d'eau, ou avoir disparu depuis longtemps. Le bois se décompose, les cordages se désintègrent. Le temps efface presque tout. Même si les preuves matérielles demeurent rares, une réalité est aujourd'hui largement reconnue. Les peuples africains possédaient des connaissances maritimes importantes. Les royaumes d'Afrique de l'Ouest entretenaient des réseaux commerciaux considérables. Leurs navigateurs connaissaient les vents, les courants, les techniques de navigation côtière. L'idée qu'ils aient tenté des explorations océaniques n'a rien d'impossible. La véritable question est ailleurs. Ces voyages ont-ils réellement atteint les Amériques ? Et si oui, ont-ils laissé des traces identifiables ? L'histoire offre un exemple fascinant. Pendant longtemps, les récits des Vikings en Amérique furent considérés comme des légendes. Puis, au XXe siècle, des archéologues découvrirent un site nordique à Terre-Neuve, la preuve tant attendue. Soudain, une vieille histoire était devenue un fait historique. Cette découverte rappelle une leçon essentielle. Parfois, une seule preuve peut transformer notre compréhension du passé. Mais tant que cette preuve n'existe pas, les hypothèses demeurent des hypothèses. L'histoire n'est pas un livre terminé. Chaque année, de nouvelles découvertes modifient notre compréhension du monde ancien. Des cités perdues émergent de la jungle. Des épaves sont retrouvées, des textes oubliés réapparaissent. Ce que nous croyions impossible hier devient parfois une réalité aujourd'hui. C'est pourquoi les chercheurs gardent l'esprit ouvert, mais également critique. L'ouverture sans preuve mène à la spéculation. Le scepticisme absolu peut empêcher les découvertes. Entre les deux existe un équilibre, celui de la recherche scientifique. Et puis, il y a cette histoire, celle qui traverse tout notre documentaire, le récit rapporté par Mansa Moussa.